sur l'auto-induction. Si tout le monde est prêt à le poli sous la main. Est-ce que pour l'auto-induction, il y aura une partie aussi? J'ai pas entendu. Est-ce que pour l'auto-induction, il y aura aussi une partie sur feuille? Oui. Oui. Merci. Oui. Il n'y a pas... Voilà, vous avez 3 pages. Il y aura une partie sur feuille et la dernière partie, c'est transformateur, c'était une feuille simple. Donc, vous avez dû avoir 2 polis avec écrit en haut à droite induction 2. Il y a un poli de 3 pages et une feuille simple 4 et 5. Je peux commencer sur l'auto-induction? Oui. Alors, donc là, maintenant, on ne va plus prendre qu'un seul circuit. Jusque-là, il y avait l'inducteur qui créait le champ magnétique et un induit qui recevait le flux magnétique. Là, maintenant, c'est le même circuit qui va tout faire. Donc, on a vu que toute variation de flux d'un champ magnétique à travers un circuit générait un phénomène d'induction. Si on prend maintenant un seul circuit, parcouru par un courant électrique, il va créer lui-même dans l'espace un champ magnétique et donc un flux magnétique à travers lui-même. C'est ce qu'on appelle le flux propre. Je prends un circuit électrique parcouru par un courant I de T. J'espère avoir demain un stylet. J'ai guetté la boîte aux lettres toute la matinée, il n'est pas arrivé, donc ça ira mieux. Donc ce courant I de T génère un champ magnétique B de T. Et du coup, ce champ magnétique, il va avoir un flux à travers le circuit lui-même, à travers la surface S qui est ici. Ce flux du champ magnétique à travers le circuit qui l'a généré, c'est ce que l'on appelle un flux propre. Et si le courant I est variable ici dans le temps, alors le champ magnétique B est variable aussi, et donc le flux propre, lui aussi, il dépend du temps. Et s'il dépend du temps, eh bien on sait que ça va générer un phénomène d'induction, mais on appellera ça du coup de l'auto-induction, puisque c'est dans le même circuit. Et donc toute variation du courant, ici, I de T, va créer une FEM d'induction, mais cette FEM, d'après la loi de Lenz, elle va s'opposer à cette variation du courant. C'est la variation du courant qui est responsable de l'induction, et on sait que l'induction, par ses effets, elle s'oppose à ce qui lui a donné naissance. Donc, elle s'oppose aux variations du courant. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. On va en voir les conséquences. Alors, la mise en évidence expérimentale, c'est la dernière vidéo que je vous ai envoyée. C'est la seule sur le chapitre E2. Je ne sais plus d'ailleurs si c'était cette manip-là, mais probablement, ou une autre. Donc voilà un exemple qui peut mettre en évidence l'auto-induction. On prend ce circuit avec 2 branches a priori identiques, 2 lampes identiques ici, L1 et L2, 2 dipôles avec la même résistance petit r, là. Sauf que dans un cas c'est une pure résistance et dans l'autre c'est une bobine, c'est-à-dire que le fil, on l'a bobiné comme ceci, avec éventuellement un noyau de fer doux dedans, là, mais ça c'est pas trop important, ça c'est juste pour augmenter l'inductance et donc justement ce phénomène d'auto-induction. Donc on a une bobine là, et les 2 branches sont alimentées par un générateur.
on ferme l'interrupteur. Donc le courant I ici tente de s'installer dans le circuit. Au début, il était nul, puis il tente de s'installer. Il se partage ici entre les deux branches. Il y avait une question? Non? Et sauf que dans cette branche-là, là où il y a la bobine, eh bien, le courant I1 de T, là on aura I1 de T, ici on aura I2 de T. Le I2 de T ici, il va générer un champ magnétique variable, un flux propre à travers lui-même, et donc un phénomène d'auto-induction, qui, on l'a dit, va s'opposer à ce qui lui a donné naissance. Et ce qui lui a donné naissance, c'est l'apparition du courant I2 de T dans cette branche-là. Donc, par l'auto-induction, elle va s'opposer à l'apparition, au fait que I2 veuille s'installer dans cette branche. Ça veut donc dire que le courant va s'installer plus vite dans la branche 1 que dans la branche 2. Et donc, la lampe L1, elle va briller avant la lampe L2. La bobine ici, elle s'oppose à la variation du courant à travers elle-même, et donc à travers la lampe L2 qui est en série. Autre façon de voir les choses aussi, on prend un générateur basse fréquence qui délivre un signal carré, donc une tension électrique carrée ici en entrée, et qui alimente une bobine et une résistance. On visualise avec un oscilloscope la tension ici au bord du générateur. Donc ça, c'est la première tension. On voit ici signal créneau. Et sur la deuxième voie de l'oscilloscope, on visualise cette tension-là. Cette tension-là, vu que le courant I de T, admettons qu'il soit comme ça, courant I, donc la tension ici, ça va être égal à R' fois I, la loi d'Ohm. Donc cette tension-là, c'est une image de l'intensité I qui circule dans le circuit. On l'a juste, grâce à la résistance, transformée en tension électrique pour pouvoir la visualiser sur un oscilloscope. Et donc, ce qu'on voit ici sur la voie 2 de l'oscillo, c'est la tension aux bornes de la résistance, mais qui nous permet d'avoir une image de l'intensité dans le circuit. Et on constate que le courant, lui, il ne peut pas s'installer aussi vite que la tension électrique. On voit qu'il y a un retard à l'installation du courant dans le circuit. Et pareil, quand on coupe la tension électrique, eh bien, il y a un retard aussi à l'annulation du courant dans le circuit. C'est encore lié à la présence de la bobine ici et à ses effets d'auto-induction. À chaque fois, la bobine, elle s'oppose à la variation du courant. Le courant ici, il valait ça. La bobine, elle dit non, le courant, il ne peut pas descendre brusquement et être égal à 0. Le courant, il va varier tout doucement pour finir par aller à 0. Donc ça montre que dans un circuit dans lequel il y aura une bobine, une inductance, il y aura toujours un retard à la décroissance ou à la croissance de l'intensité. Il y aura toujours un retard à la variation de l'intensité qui traverse la bobine. Donc l'interprétation, c'est tout ce que je viens de dire. Bon, il suffit de mettre phénomène d'induction, d'auto-induction. Et on va retenir la conclusion, c'est que la bobine présente une opposition du coup systématique à toute variation du courant, d'où le fait que l'intensité dans une bobine ne peut jamais subir de discontinuité. Comme la bobine s'oppose aux variations brutales de courant, l'intensité est mathématiquement toujours une fonction continue. C'est lié au phénomène d'auto-induction. Donc ça, c'est une propriété importante quand on étudie les circuits électriques dans lesquels il y a la continuité de I nous permet de trouver les constantes d'intégration à t égale à 0. Comme pour un circuit dans lequel il y a une capacité C, ça permettait aussi de trouver les conditions initiales parce que la charge Q
où la tension U aux bornes d'une capacité est toujours mathématiquement continue. Dans une bobine, c'est l'intensité qui est continue. Autre remarque, le phénomène d'auto-induction n'existe qu'en courant variable. Il n'intervient pas en courant continu. Parce que si I est constant, alors il n'y aura pas de variation du flux propre. Donc le phénomène d'auto-induction n'existe qu'en régime variable. Donc on va définir maintenant ce que c'est que L, l'inductance d'une bobine. Supposons que dans notre circuit électrique, il n'y ait pas de matière ferromagnétique, donc c'est un simple circuit. Alors en général, au lieu de prendre une spire, il y a toujours plusieurs spires, mais pour faire simple, pour le moment, je dessine juste un circuit avec une spire, parcouru par un courant I de T. Ce courant I de T, on avait dit tout à l'heure, crée un champ B de T. Et ce champ B de T, ces lignes de champ magnétique qui sont générées vont donner un flux à travers la surface S1 qui est ici. Le champ B de T, il va être proportionnel à I de T. Ça, c'est le théorème d'Ampère qui le dit. On sait que B est proportionnel à I. Donc, le flux qui va être égal en gros à B fois S, bon, même s'il y a une double intégrale et tout, n'empêche que le flux, il va lui aussi être proportionnel à I de T. Et donc le phi qui est ici, en fait, vous pouvez rajouter phi propre, c'est le flux propre. Il est proportionnel au courant I, et le coefficient de proportionnalité, c'est L. C'est ce qu'on appelle l'inductance de ce circuit-là. Son unité du système international, c'est le Henry, abréviation H. Donc ça, définition importante à connaître, c'est ce qui définit l'inductance L d'un circuit. C'est l'analogue en quelque sorte de la définition de la capacité d'un condensateur. Je rappelle la définition d'une capacité, c'est Q1 égale C V1 moins V2 autrement dit aussi, si on veut, C fois U, la tension électrique aux bornes du condensateur. Et donc ça, c'était la définition de C. Celle-ci, c'est la définition de L. Donc c'est le flux qui est proportionnel à l'intensité I. Ce coefficient-là, il est toujours positif. Parce que, c'est le schéma que j'ai mis en dessous. Donc on retrouve notre spire ici parcouru par le courant I. Oubliez ça là, ça ne sert à rien là. Hop. Donc imaginons une spire, pour faire simple, parcourue par un courant I. On sait que le sens du champ magnétique B est donné par la règle du pouce de la main droite. Vous imaginez, vous prenez tous votre main droite, vous ne voyez pas la mienne, et donc le sens de B est donné par le sens de I. Ici, c'est une vue du dessus. C'est la même spire, là, parcourue par le courant I, mais vue de dessus. Et donc, avec la règle du pouce de la main droite, on voit que le champ B, il vient vers nous. Donc, voilà le champ propre, créé par la spire elle-même. Et l'orientation de cette spire, elle est elle aussi donnée par la règle du pouce de la main droite. Autrement dit, la même règle. Et donc, le vecteur ds
qui sert à calculer le flux, eh bien, il est lui aussi dans le même sens que B. Donc, le flux propre je vais mettre phi P pour flux propre, qui va être égal à la double intégrale de BDS eh bien, B et DS étant dans le même sens, à cause de la règle du pouce de la main droite, scalaire est nécessairement positif. Donc, le flux propre, il est positif, et donc le L est positif. Si jamais, et ce sera souvent le cas, le circuit est constitué de N spires et non pas une seule spire, à ce moment-là, le flux propre, ça sera tout simplement le nombre de spires fois le flux à travers une spire. Donc, on commence par calculer à travers une spire et on multiplie après par le nombre de spires qui sont censées être évidemment toutes identiques et collées les unes aux autres. Donc ça, c'est quand on a affaire à une bobine avec N spires collées, N spires jointives. Comme c'est un phénomène d'induction, on peut appliquer la loi de Lenz-Faraday. On a dit que comme I variait dans le temps, phi allait varier dans le temps. Donc on va avoir un E induit qui va apparaître, qui va être égal à moins dφ sur dt, avec E, donc la FEM d'auto-induction. Si on suppose que le circuit, c'est des simples circuits filiformes, des spires, et qu'il n'y a pas de noyau de fer doux dans la bobine, il n'y a pas de matériau magnétique, alors le L, il est constant, il dépend juste de la géométrie des spires, c'est tout, de la forme des spires. Pourquoi il dépend de la forme? Parce que c'est ce qui va nous permettre de calculer le L, il est relié au flux magnétique. Et le flux, il dépend de la surface des spires et de la forme des spires. Donc, si j'injecte phi égale Li là-dedans, ça va faire E égale moins d sur dt de Li. Mais comme le L est constant, il sort de la dérivée, et donc ça nous donne cette loi-là. Qui est donc le E induit ou auto-induit dans le circuit. Alors je rappelle que quand on trace le circuit électrique équivalent, on prend ici une bobine parcourue par un courant I. On peut tracer le circuit électrique équivalent et dire que tout se passe comme si dans le circuit, il y avait un générateur qui apparaissait de force électromotrice E, et le E, il faut le mettre dans le même sens que le courant I, puisque c'est ce courant I-là qui a servi à orienter le circuit. Donc, il faut mettre E dans le même sens que I. Autrement dit, cette formule, elle est vraie en convention générateur. E et I de même sens. Donc, le moins qui est là, c'est à cause de la convention générateur. Si vous préférez utiliser la convention récepteur aux bornes d'une bobine, vous vous intéressez à cette tension-là, U indice L aux bornes de la bobine. Alors, UL est opposé à E et j'obtiens UL égale plus L dI sur dt en convention récepteur. Donc ici, vous pouvez rajouter que c'est en convention générateur. Donc,
vous connaissez probablement, une partie d'entre vous connaît déjà cette formule, aux bornes d'une bobine, U égale LDI sur DT, ça n'est rien d'autre que la loi de Faraday. C'est E égale moins dφ sur dt avec phi égale L fois I. Et donc ça, c'est à rapprocher de si vous avez quand on a un condensateur, et les formules analogues, on sait que la tension U aux bornes d'une capacité, c'est Q, la charge, divisée par la capacité. Donc ça, c'est la formule, ça c'est la nouvelle formule, mais pour les bobines. Alors j'ai mis une petite remarque sur le cas général. Il se peut que le circuit dans lequel vous avez de l'auto-induction soit aussi soumis à un champ magnétique extérieur. Par exemple, si vous avez un aimant à proximité de votre circuit. À ce moment-là, le champ B qui est ressenti par le circuit, c'est le champ créé par l'aimant, plus le champ magnétique créé par le circuit lui-même, qu'on va appeler le champ magnétique propre. Et on va avoir alors un phénomène d'induction. E sera alors égal à E induit par quelque chose d'extérieur, plus la force électromotrice d'auto-induction que j'ai appelée E propre. Alors pour qu'il y ait quand même de l'induction ici par l'aimant, il faudra que l'aimant soit mobile par rapport au circuit. Que si l'aimant est fixe, il n'y aura pas de phénomène d'induction. Et donc ça veut dire que dans un circuit, on peut avoir et de l'induction à cause d'un aimant par exemple mobile et un phénomène d'auto-induction, sachant que souvent le champ magnétique propre ici créé par le courant électrique est beaucoup plus faible que celui d'un aimant. Si bien que c'est pour ça que souvent on néglige ce champ magnétique-là et donc on néglige les phénomènes d'auto-induction dans les circuits où il y a de l'induction. C'est le cas dans le chapitre 1, là, quand on a étudié les rails de Laplace. À chaque fois, on a dit on va négliger les phénomènes d'auto-induction, mais on aurait pu les prendre en compte. Et donc, dans le circuit électrique équivalent, on aurait pu rajouter l'inductance L du circuit. Et on va faire un exemple pour calculer l'inductance d'un solénoïde. Donc pour ça, on va prendre un solénoïde, c'est-à-dire une bobine, constituée de n spires identiques, régulières, jointives. Alors, je vais avoir du mal à les dessiner, mais vous imaginez une bobine avec n spires circulaires, ou peu importe, même si elles ne sont pas circulaires, on connaît leur section, S. Donc S, c'est la surface d'une spire. Je ne sais pas trop comment vous le dessiner autrement. Ça, c'est une spire circulaire. Et puis derrière cette spire-là, il y a une autre spire. Je ne vais pas y arriver. Vous imaginez une autre spire juste à côté, puis une autre, une autre, une autre. Et en tout, il y en a N, grand N. Et on va appeler L la longueur du solénoïde. On suppose que ce solénoïde est suffisamment long pour qu'on néglige les effets de bord et que donc on puisse faire l'approximation du solénoïde infini. On avait calculé dans le chapitre D le champ magnétique B généré par... Donc là, je pense que le poly s'arrête là et donc vous avez de la place au dos pour faire le calcul si vous le souhaitez. C'est ça. Donc le champ magnétique B créé par un solénoïde infini, je vous avais que celui-là, vous pouviez le retenir par cœur. Si vous vous souvenez de sa propriété, quand le solénoïde est infini, le champ magnétique est uniforme dans le solénoïde. Et il vaut mu0
petit n I. Alors, I qui est supposé dépendre du temps. Alors, on a tout mis en bleu. C'est ça que je voulais. Juste une question. Est-ce que c'est Oui. moi le seul ou il y a aussi plus de gens où le stream ne marche pas? Moi, Ça va. moi, ça va Ça aussi. prend combien de temps? Non, moi ça marche pas bien. Moi, c'est bon, bien sûr. Tu as bien téléchargé l'application. Ça marche aussi, Je vais me déconnecter. C'est combien? Ouais, c'était Benjamin pour qui ça marchait pas? Non, c'était Georges. Non. Georges. Ah, je ne reconnais pas tous à la voix. Donc on attend que Georges revienne. Madame, c'est quoi que vous avez dessiné à côté du solénoïde? C'est une spire ici, là, une spire et une autre juste derrière. Avec les petits pointillés là. Ah oui, et ça représente quoi? C'était une autre façon de montrer le solénoïde. Voilà, et vous en imaginez plusieurs jointives, les unes derrière les autres. D'accord. On s'en fiche. Je voulais changer de couleur au crayon, mais je crois que je peux pas changer de couleur. Bon, c'est pas grave. Hop, on va prendre le crayon. Donc, si on imagine un courant I de T ici, alors ça va générer un champ magnétique B. Oh là là, il n'est pas droit, hein, mais le champ magnétique B là, vous l'imaginez rectiligne. Donc on va montrer que le champ il était suivant la direction UZ. Donc ici je complète la formule avec le vecteur UZ. C'est censé être un Z. Et le petit n de cette formule, c'était le nombre de spires par unité de longueur. Donc, ça va faire mu0. Grand N, le nombre de spires total, divisé par petit l, la longueur du solénoïde. Ça me fait bien le nombre de spires par unité de longueur. Fois I, fois le vecteur UZ. Donc le but, c'est de trouver l'inductance de cette bobine qui comporte n spires. On sait que la définition de l'inductance, c'est phi, le flux propre, égale L fois I. Donc, pour que je trouve L, il faut que je trouve le flux propre. Et le flux propre, c'est la double intégrale de BDS sur notre circuit. Ça, on va dire que je vais sommer ça à travers une spire. Donc ça sera le flux à travers une spire. Sauf que moi, dans le circuit, j'en ai pas, j'en ai n. Donc le flux total, c'est n fois le flux à travers une spire. Comme le champ magnétique B est uniforme dans le solénoïde, l'avantage c'est qu'il sort de l'intégrale. Ça va donc donner n fois
B scalaire, la somme des ds. Et la somme des ds, ça me fait tout simplement la surface d'une spire. Alors pour le moment, j'ai gardé le côté vectoriel. En fait, B et S sont nécessairement orientés de la même façon de la règle de la main droite, puisque I, le courant, oriente B et oriente S aussi. Donc S et B sont tous les deux orientés pareil. Ils sont collinéaires, de même sens, et donc finalement, je peux enlever les vecteurs dans le produit scalaire. Reste alors à remplacer le champ B qu'on a trouvé ici. On va donc avoir mu0 n. Le n du coup va se retrouver au carré sur petit l. Donc ça, c'était le champ créé par tout le solénoïde et on a calculé le flux à travers tout le solénoïde. C'est pour ça qu'on appelle ça le flux propre. Je reviens alors au fait que phi est égal à Li. Si vous comparez ça, Li, avec la formule qui est là, il vient donc que L, l'inductance du solénoïde infini, est égale à mu0 pour n carré sur petit l. On observe que cette inductance, elle, elle est proportionnelle au nombre de spires au carré. Oui, pardon, j'ai oublié la surface. Oui, merci. Il manque la... Et là, hop, et là, évidemment. Donc, ça ressemble, cette formule, elle ressemble à celle de la capacité d'un condensateur avec epsilon 0 S sur L. Donc, toujours un facteur géométrique et un facteur ici lié à la nature du milieu. Là, pareil, lié à la nature du milieu et un facteur géométrique. C'était pareil aussi R d'un tronçon cylindrique, c'était ρe la résistivité L sur S. Toujours le facteur géométrique et la nature du milieu qui intervenait dans. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que si on double le nombre de spires, eh bien on quadruple en fait l'inductance de la bobine. Voilà. Donc ça, c'était un exemple avec une géométrie pour pouvoir calculer l'inductance. Et la suite, du coup, est-ce que ça va jusqu'à présent ou est-ce qu'on voulait qu'on fasse une pause et qu'on passe au... Bah là, j'ai l'impression, un peu pour tout le monde, que ça se met à bugger chez vous. Mais alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Ça Pareil pour moi. Ça bugait, ouais. Ça bug. Ouais, moi, ça Ça bug. saute un peu. Ça bug un peu.